participants. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration professionnelle des personnes réfugiées en entreprise. Donc, je suis Mathilde Mélan, chef de projet emploi et diversité au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Isabelle Diglet, responsable diversité et inclusion au sein de la Banque de détail France du groupe BNP Paribas, et de Amélie Rambaud, responsable innovation sociale au sein du groupe Suez, ainsi que de Verena Langlois, assistante chargée de projet emploi et diversité au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Donc, pour évoquer ce sujet, nous sommes ensemble pour une petite heure. Je vous remercierai de bien vouloir couper vos micros pendant les présentations. Nous prendrons vos questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas toutefois à réagir au fur et à mesure et à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Nous les prendrons à la fin de la présentation. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et que donc le replay ainsi que les supports vous seront communiqués à l'issue de cette présentation. Donc, petit rappel rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les Entreprises pour la Cité, qui sommes-nous? Nous sommes un réseau d'entreprises de plus de 30 ans. Nous fédérons 200 grandes entreprises et 4000 signataires de la Charte de la diversité sur nos 6 territoires en France. Et ce réseau, nous l'accompagnons autour de thématiques clés qui sont l'égalité des chances dans l'éducation, l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise et le mécénat et les investissements citoyens. Très rapidement, l'inclusion, l'emploi et la diversité chez LEPC, ce sont des événements organisés toute l'année sur nos différentes antennes. Ce sont également des salariés formés, accompagnés et conseillés autour des sujets liés à la diversité, des salariés mobilisés sur des actions concrètes d'accompagnement de demandeurs d'emploi afin de renforcer leur employabilité, ainsi que des projets d'ampleur comme le projet Levier que nous vous présenterons par la suite, mais également les clubs d'entreprises engagés dans le cadre des plans Pacte et la France Une Chance, au titre desquels certains d'entre vous sont présents aujourd'hui et que je salue. Petit temps introductif avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons souhaité vous proposer ce webinaire puisque samedi, c'était la Journée mondiale des réfugiés. C'est un sujet que nous évoquons avec un certain nombre d'entre vous depuis quelques temps. C'est un sujet qui vous intéresse, mais aussi qui vous inquiète, qui vous questionne et que vous connaissez parfois également mal. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité en faire une thématique de travail majeure au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité au cours des prochaines années. Cette journée mondiale des réfugiés, cette année, elle s'est tenue dans un contexte un petit peu particulier. Si vous vous intéressez au sujet, vous aurez certainement vu passer le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés 2019 qui montre que 1% de la population mondiale est en situation de déplacement ou réfugié dans le monde. Ça fait 80 millions de personnes environ, pour vous donner un ordre de grandeur, dont 30 millions de réfugiés. Bien sûr, c'est une situation qui recoupe des réalités très diverses, puisque on estime que 80% de ces personnes réfugiées sont hébergées et vivent dans des pays en développement qui sont proches des pays qu'ils ont fui, comme vous pouvez le constater sur la carte. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet majeur pour la France, puisque, à titre d'information, en 2019, on a vu également augmenter le nombre de demandes d'asile déposées en France de 12%, ce qui est quand même considérable. On est aussi dans une situation, Verena reviendra un petit peu sur la question, où les chances de retour dans les pays d'origine de ces personnes réfugiées sont également assez faibles en ce moment, avec des conflits qui ont tendance un petit peu à s'éterniser et à s'ajouter les uns aux autres. Les chiffres 2019 montrent bien, par exemple, l'importance de la situation au Venezuela avec les personnes d'origine vénézuélienne qui font partie maintenant des premières nationalités des réfugiés dans le monde. Ce contexte particulier, on souhaitait également rappeler que la crise sanitaire et le confinement ont révélé, voire ont exacerbé un certain nombre de tensions qui traversent nos sociétés, dont la question des discriminations subies par les personnes étrangères ou perçues comme telles. Le rapport du Défenseur des droits qui est paru la semaine dernière a montré que l'origine vécue ou supposée des personnes constitue toujours en France le deuxième critère de discrimination après le sexe.
Et 11% des personnes, c'est-à-dire une personne sur 10, déclarent avoir subi une ou des discriminations en raison de leur couleur de peau ou de leur origine au cours des 5 dernières années. Donc on est sur un vrai sujet de société qui, bien sûr, impacte aussi l'entreprise. Face à la crise économique et sanitaire que nous vivons, vous aurez peut-être également vu passer les chiffres de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui montrent que 80% de faillites supplémentaires pourraient intervenir au cours de l'année 2020, soit 250 000 emplois en risque. La tentation pourrait être le repli sur soi. Au contraire, la crise a également bien montré et révélé que les personnes les plus vulnérables sont également les plus touchées et celles qui sont le plus à risque et qu'il faut continuer à accompagner. Donc, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce autour de quoi on va partager. Donc, on vous propose une session qui se découpera de la manière suivante. On va replacer un petit peu le cadre général et les termes avec Verena. On vous présentera les grandes lignes du projet Levier monté en consortium avec nos associations partenaires, Groupe Accueil et Solidarité et Solinum qui sont présents aujourd'hui et que je remercie pour leur présence. Bonjour Chantal. Et ensuite, on aura un temps de discussion avec Isabelle et Amélie pour justement partager autour de leur expérience au sein de leurs entreprises respectives d'accompagnement et de recrutement de personnes réfugiées. La parole à Verena. Alors, comme l'a dit Mathilde, on va commencer par redéfinir un petit peu les termes et les différents statuts de la protection internationale, puisque ça reste souvent flou pour beaucoup de monde. Et pour commencer, qu'est-ce qu'une personne réfugiée? Donc, un réfugié, c'est un homme, c'est une femme, un enfant. Est-ce que vous l'entendez mieux comme ça? Oui. D'accord, très bien. Ben, on va continuer sans écouteurs alors. Excusez-nous. Donc on recommence, désolée pour l'interruption. Donc commençons par qu'est-ce qu'une personne réfugiée? Simplement, déjà, c'est un homme, c'est une femme ou encore un enfant qui a fui son pays parce qu'il craint des persécutions, parce qu'il fuit des conflits, et donc se retrouvant sur le territoire français, va demander l'asile. Donc, il va voir sa situation examinée par l'OFPRA, qui est l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, qui va appliquer la Convention de Genève. En fait, la Convention de Genève, elle fixe les critères de reconnaissance du statut de réfugié. Donc, ça veut dire qu'une personne va être reconnue réfugiée par l'OFPRA si elle craint des violences à cause de ses engagements politiques, à cause de ses croyances religieuses, ou encore à cause de son appartenance à un groupe ethnique ou à un groupe social. Donc, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que lors de l'instruction de leur situation, on va prendre plusieurs choses en compte. On va prendre à la fois leur parcours personnel, on va prendre en compte leurs craintes personnelles telles qu'elles les expriment, et évidemment, la situation dans leur pays d'origine. Donc ça veut dire que pour la reconnaissance du statut de réfugié, il y a une notion d'individualisation qui fait que chaque demandeur d'asile doit prouver qu'il est directement menacé. Donc, il ne suffit pas de venir d'une zone de guerre pour se voir attribuer automatiquement le statut de réfugié. Et donc, au-delà de cette définition très stricte du réfugié, il y a un autre statut au titre de l'asile qui est la protection subsidiaire. Alors, cette protection, elle va être accordée aux personnes qui n'ont pas cet engagement personnel comme les personnes réfugiées, mais qui fuient des zones de violence généralisées, des zones de guerre. On pense par exemple actuellement à la Syrie ou à l'Afghanistan. Et ce sont aussi des personnes qui craignent des violences, qui craignent des traitements inhumains et dégradants. On pense par exemple à la torture ou à la peine de mort. Donc ça, ce sont les deux statuts, les deux personnes qui sont demandeurs d'asile. Et ensuite, on a le statut d'apatride. Alors, pour rappel, un apatride, c'est une personne qui a perdu sa nationalité ou qui n'en a jamais eu. Donc, ce n'est pas un demandeur d'asile parce qu'on ne prend pas en compte les risques de persécution. En revanche, il peut demander l'asile en parallèle de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Donc, comme vous l'avez compris, ces trois statuts, ce sont les bénéficiaires de la protection internationale, les BPI.
Et ce qu'il faut surtout bien comprendre avec tout ça, c'est que ces personnes, elles ont vocation, du fait de leur situation, à s'intégrer durablement sur le territoire, à s'installer sur le sol français pour une longue période. Et donc, elles accèdent au dispositif de droit commun. Ça veut dire qu'elles ont droit à l'éducation, elles ont droit à la santé, elles ont droit à l'autosuffisance pour elles et pour leur famille, et bien sûr, elles ont droit au travail. Donc, pour approfondir un peu plus ce droit au travail, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le schéma très, très simplifié de la procédure d'asile ici, les personnes ont le droit de travailler, quel que soit leur statut, à partir du moment où elles ont le récépissé de leur demande à l'OFPRA. Donc, après ça, il y aura la décision de l'OFPRA. Si elle est positive, ils obtiendront leur statut et avec ça, une carte de résident et ou une carte de séjour qui leur donne droit au travail de plein droit. On ne va pas s'éterniser sur ces questions parce que c'est un petit peu long, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin ou plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est que ce que ça veut dire pour un employeur, ça veut dire qu'il n'aura pas de démarche administrative supplémentaire pour embaucher un BPI. Il devra faire les mêmes démarches que pour toute autre embauche. Alors, lorsqu'on parle du coup de l'intégration, c'est vrai qu'on aborde souvent ce sujet du droit au travail et de l'accès à l'emploi. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ils ont vocation à s'installer durablement sur le sol français. En effet, comme vous voyez sur le schéma ici, il y a très peu de personnes réfugiées qui rentrent dans leur pays d'origine. En 2009, par exemple, sur 4 millions de personnes réfugiées, seulement 317 000 sont rentrées dans leur pays d'origine. En plus, en ce moment, les chances sont particulièrement faibles de rentrer dans son pays parce que les conflits, on le sait, ont tendance à s'éterniser par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Donc, elles doivent s'intégrer dans la société et on va le voir, le travail est un vecteur d'intégration qui est très, très puissant, voire en fait une condition à l'intégration. Une condition, pourquoi ? Parce que déjà, elle conditionne l'accès à certains droits qui sont essentiels. Une personne réfugiée va devoir travailler pour avoir un logement périn et pour avoir accès à la réunification familiale. Ensuite, évidemment, le travail permet l'indépendance et l'autonomie financière, mais ce qui se joue pour les personnes réfugiées va bien au-delà de ça. Lorsqu'elles ont accès au travail, en fait, pour elles, ça marque la fin d'une période très longue d'isolement et d'attente qu'est la période de demande d'asile. Donc, une fois qu'ils peuvent travailler, ils peuvent enfin se déplacer, se créer un réseau, que ce soit professionnel ou personnel. Ils peuvent rencontrer du monde, ils peuvent aussi mieux apprendre la langue française, ils peuvent apprendre les codes de l'entreprise, les codes de vie en société. Tout ça est nécessaire à leur intégration. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, surtout, le travail a une place symbolique et culturelle qui est très importante, ce qui veut dire que lorsqu'on a un travail, en fait, ça nous permet d'accéder à un certain statut social, ça nous permet d'avoir une place dans la société et donc de pouvoir développer ce fameux sentiment d'appartenance, ce fameux sentiment de sécurité et surtout une estime de soi qui sont les bases d'une intégration réussie. Et puis, évidemment, pour finir, le travail, permettre à ces personnes de travailler pour le pays hôte, c'est également une façon de leur permettre de contribuer pleinement à l'économie. Quand ils travaillent, ils deviennent consommateurs, ils paient leurs impôts, ils paient leurs cotisations sociales. Et donc, pour terminer, avant de laisser la parole à Mathilde, je voudrais simplement rappeler que les personnes réfugiées ou les bénéficiaires de la protection internationale, même quand ils accèdent au travail, on sait qu'ils ont des conditions de travail souvent moins satisfaisantes, qu'ils sont plus exposés que les autres personnes étrangères au travail très précaire. Et donc, s'il est important de parler du droit au travail, comme on vient de le faire maintenant, il ne faut pas oublier de parler du droit aussi du travail. Et je laisse la parole à Mathilde.
Merci Verena. Oui, effectivement, si le statut théoriquement des bénéficiaires de la protection internationale devrait faciliter leur accès à l'emploi, on voit dans la réalité et dans les chiffres qu'il n'en est pas tout à fait de la sorte, puisque seulement 39% des personnes réfugiées, selon la dernière enquête ELIPA, étaient en emploi. Ce que l'enquête ELIPA a permis de montrer, c'est que les personnes réfugiées rencontrent des difficultés particulièrement importantes lors des premières années de leur arrivée en France, et notamment au moment où elles obtiennent leur statut. Donc on reviendra dessus. Ce qu'elle a montré également, c'est que les personnes réfugiées vivent un sentiment de déclassement un peu plus important que les titulaires d'autres titres de séjour. Je vous ai mis par exemple le chiffre de 19% des personnes réfugiées qui déclarent occuper un emploi dans lequel ils utilisent leurs compétences ou leur diplôme le plus élevé. Donc il y a un vrai enjeu de proposer une adéquation de projets professionnels qui correspondent aux envies, aux diplômes et au parcours des personnes réfugiées. Ce n'est pas toujours facile parce que les personnes réfugiées ont des freins qui sont parfois spécifiques ou parfois un peu exacerbés lors des premières années de leur arrivée en France, notamment liés à leur niveau de français langue étrangère. On y reviendra dessus avec nos intervenantes par la suite, qui est souvent un peu plus faible que les autres étrangers en France. On a aussi des populations qui sont un peu plus jeunes, des freins périphériques qui ne sont pas tout à fait levés au moment de l'obtention de leur statut. On pense notamment à l'accès au logement ou à certaines démarches administratives qui ne sont pas toujours terminées. Ils ont également moins de réseau social et professionnel, puisqu'on rappelle qu'ils ne choisissent pas toujours leur pays d'arrivée. Ils ont également parfois des difficultés à valoriser et à reconstruire leur parcours académique et ou professionnel, puisqu'on peut se retrouver aussi dans des situations de personnes qui sont parties sans leur diplôme ou qui l'ont perdu en cours de route, ou alors qui ont passé plusieurs années sur la route en ayant vécu des situations professionnelles très différentes, pas toujours valorisables de manière très linéaire, donc qui ont des difficultés à se conformer et à rentrer dans des processus d'embauche classiques des entreprises. On rappelle également, notamment au vu de la situation actuelle, on voulait également faire un petit rappel sur les discriminations vécues par les personnes réfugiées, puisque le rapport du Défenseur des droits paru la semaine dernière, dont je parlais tout à l'heure, rappelle que le taux de chômage des personnes d'origine étrangère est toujours 2 fois supérieur à celui des personnes natives, et que la discrimination sur la base de critères d'origine supposés ou réels des personnes est toujours un fait très important et structurant de notre société, et que ça touche bien sûr également le milieu de l'entreprise. On souhaitait également rappeler que les discriminations qu'expérimentent les personnes réfugiées peuvent être également des discriminations croisées, puisqu'il n'y a pas seulement la discrimination liée à l'origine, mais on peut également se retrouver au croisement de plusieurs types de discrimination, comme par exemple les femmes réfugiées. Le rapport du Défenseur des droits rappelle notamment que les femmes qui sont d'origine étrangère ou perçues comme telles déclarent subir un nombre de discriminations plus important, 65%, que les femmes vécues ou vues comme blanches, 42%. Les statistiques de l'INSEE montrent également bien que les femmes d'origine étrangère à situation familiale comparable ont des taux de chômage très très nettement supérieurs à ceux des femmes natives, entre guillemets. Donc ces discriminations, elles ont bien sûr des conséquences sur leur accès à l'emploi et des conséquences durables sur leur parcours professionnel. Et donc, au-delà des débats actuels sur les questions de testing et de statistiques ethniques en entreprise, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les personnes réfugiées ont des besoins d'accompagnement spécifiques et d'un accompagnement global, et c'est ce qu'on souhaite proposer à travers le projet Levier que je vais vous présenter dans les grandes lignes, mais que les entreprises, et notamment les équipes au sein des entreprises, ont également besoin d'être accompagnées à la fois sur les questions de diversité et de discrimination, mais aussi sur les processus d'accès à l'emploi, de reconnaissance des compétences et de valorisation des diplômes
de lever des freins des personnes réfugiées. Donc, le projet Levier, les entreprises en Val-de-Marne pour l'insertion et l'emploi des réfugiés, c'est un projet de 3 ans qu'on a souhaité proposer aux entreprises partenaires du réseau Les Entreprises pour la Cité afin de travailler justement de manière un petit peu plus approfondie sur le sujet des réfugiés, des personnes migrantes de manière générale et des discriminations, bien sûr, de manière globale. Donc, c'est un projet de 3 ans, un projet francilien qui est financé par le ministère du Travail puisqu'il a été lauréat du plan d'inclusion par les compétences. C'est un projet qui vise à accompagner 230 personnes réfugiées vers l'emploi à travers un accompagnement global, professionnel, social, juridique, logement, français langue étrangère, qui sera dispensé par les équipes des entreprises pour la cité, mais également les équipes du groupe Accueil et Solidarité, qui est notre partenaire, ainsi que Solinum, qui est également partenaire au consortium. Et il visera à accompagner environ 20 entreprises et leurs collaborateurs sur tous ces sujets d'inclusion et d'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Donc, comment ça va se concrétiser, ce projet? Il prend la forme d'un double parcours d'accompagnement, qui est un petit peu résumé sous vos yeux. Le principe de ces parcours d'accompagnement est un petit peu le même à chaque fois, c'est-à-dire que ce soit pour les personnes réfugiées ou pour les entreprises, on est sur du parcours à la carte et modulaire pour mieux coller aux besoins et aux attentes des personnes qui s'engagent dans les parcours avec nous. Donc avec un temps de diagnostic et d'accompagnement à l'entrée dans le parcours et un parcours d'accompagnement qui continue le temps nécessaire, qui comprend différents modules et qui se poursuit après l'entrée en emploi des personnes réfugiées ou après l'intégration de personnes réfugiées pour l'entreprise. Donc, on a aussi un côté suivi en emploi à la carte. Côté réfugiés, on va retrouver du coup les briques sociales, logement, juridique, français, projet professionnel, beaucoup de temps d'immersion, de stages, de coaching en lien avec les entreprises partenaires. Côté entreprise, on va retrouver la sensibilisation de vos salariés, la formation des RH et des managers, mais aussi des actions concrètes sur lesquelles mobiliser les collaborateurs. Donc, ce projet, il démarre cet été avec les premiers parcours à partir d'octobre pour une durée de 3 ans. Et vous avez mes coordonnées sur le support de présentation qui vous sera partagé à la fin si vous souhaitez un peu plus d'informations. Maintenant, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes et justement rentrer dans des retours d'expérience, on a souhaité également vous proposer un temps d'échange un petit peu plus long avec 2 personnes qui ont accepté d'intervenir et je les en remercie. Donc Amélie Rambaud du groupe Suez et Isabelle Diglé du groupe BNP Paribas. Donc bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Commencer, Amélie. Donc, vous êtes responsable innovation sociale au sein du groupe Suez. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement votre poste et le groupe auquel vous appartenez? Oui, bien sûr. Merci Mathilde pour cette présentation. Donc moi, je suis Amélie Rambaud. Je suis en charge effectivement de toutes les actions d'emploi, d'éducation et de formation et d'économie circulaire pour le groupe Suez en France. Alors, le groupe Suez en France, c'est 30 000 collaborateurs et la direction de l'innovation sociale, c'est une équipe avec des expertises qui sont sur, on va dire, 5 axes, 5 leviers, du recrutement inclusif et donc des projets emblématiques RH dont on va parler notamment avec des réfugiés, de l'engagement solidaire et du mécénat de compétences, de l'entrepreneuriat avec la gestion de 2 incubateurs dans le 33 et dans le 92, du conseil auprès de nos business sur la politique sociale de l'entreprise et puis surtout un axe de sous-traitance sociale et d'insertion en lien avec l'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle Diglé, même question. Vous êtes responsable diversité et inclusion au sein de la Banque de détail France du groupe BNP Paribas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre entreprise et de votre poste? Oui, bien sûr. Bonjour à tous.
Alors, BNP Paribas, pour faire court, c'est évidemment un acteur bancaire international de premier plan. On a près de 200 000 collaborateurs à travers le monde, avec près de 50 000 personnes en France. On est sur une activité de banque classique. Et évidemment, dans mon entité à moi, qui est la banque de détail en France, on travaille sur la banque du quotidien et que vous connaissez bien, puisque c'est celle qui regroupe les agences que vous voyez partout dans vos villes et dans vos régions, avec effectivement une offre de banque pour les entreprises, les particuliers, les associations. Voilà, cette banque de détail en France regroupe aujourd'hui presque 27 000 personnes sur tout le territoire français. Alors moi, dans cette banque de détail en France, sur ce périmètre, je suis en charge des questions de diversité et d'inclusion. Je suis directrice de projet cette mission, en fait, j'ai toujours tendance de la décrire de deux manières, c'est-à-dire que je me dois de faire en sorte de lutter contre toute forme de discrimination dans tous les process RH, quels qu'ils soient, sur mon périmètre, et puis de favoriser la diversité et l'inclusion. BNP Paribas s'est engagé depuis très longtemps, maintenant bientôt plus de 10 ans, sur ces sujets de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et puis favoriser effectivement la diversité et l'inclusion dans ses équipes. Et évidemment, les projets sur l'inclusion et le recrutement des réfugiés en font partie à part entière. D'accord, merci. Justement, à ce niveau, le groupe BNP, en règle générale, et notamment la banque de détail du groupe, s'investit depuis plusieurs années sur la thématique de l'inclusion des personnes réfugiées dans l'entreprise. Il me semble que lors de nos échanges, vous aviez évoqué notamment des programmes d'intégration d'alternants au sein du groupe. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces partenariats que vous avez avec le groupe, avec Simplon et Wero notamment. Alors, d'abord, celui qui est le plus important et certainement le plus visible, c'est effectivement ce partenariat que nous avons avec Simplon et dans lequel nous avons en fait créé un programme maintenant depuis 3 ans. Nous allons faire notre quatrième session. Pour accompagner en fait des réfugiés qui sont pris en charge par Simplon au démarrage vers des postes en tension. Hein, le sujet de Simplon, c'est vraiment ça. Ce sont des décrocheurs, des gens éloignés de l'emploi qu'on amène vers des métiers en tension. C'est une idée toute bête, mais qui est particulièrement efficace. Et du coup, dans ces programmes, nous avons recruté déjà deux fois, et là, la 3e année, puisque je ne compte pas le pilote, va démarrer, 2 fois 7 alternants. Alors, effectivement, c'est pas énorme, mais voilà, la mise en œuvre, et on en parlera un peu plus tard dans les limites et dans la manière de se lancer dans ce type de sujet, est importante. Nous, on considère que c'est important de ne pas faire forcément les choses sur de gros volumes au démarrage. Donc, l'objectif général de cette formation, c'est vraiment à travers un premier programme de Simplon, avoir une période de formation intensive à l'école Simplon, avec des centaines d'heures de formation en POI. Il y a 3 mois et demi de formation. Et puis derrière, nous, on recrute ces personnes en alternance avec un contrat qui peut aller jusqu'à 18 mois en de professionnalisation plutôt, sur le modèle 1 semaine en formation par mois et 3 semaines en entreprise. Donc, évidemment, ces financements sont pris en partie, enfin, ces programmes sont pris en charge par l'OPCA de BNP Paribas et nous, on ne fait que compléter. C'est important. Hein, puisque c'est aussi pour ça que ça fonctionne et qu'on arrive à en faire. La formation, donc on a fait à ce stade 3 sessions, je vous en parlerai un peu plus peut-être tout à l'heure, mais voilà, donc aujourd'hui on a une vingtaine de jeunes, j'allais dire de jeunes, mais pas forcément, et de moins jeunes réfugiés qui sont passés dans nos murs, et alors on les recrute, donc je vous le disais, sur des métiers en tension. Donc nous, on a choisi de les intégrer dans notre informatique, à l'informatique de la banque de détail en France. Voilà, et donc les parcours se déroulent de manière plutôt satisfaisante. Enfin, je vous en parlerai un peu plus tard. Vous avez mentionné Wero. Alors, qui était Wintergrade. C'est un partenariat effectivement avec
cet organisme, le MEDEF et la Fédération française des banques, dans le cadre là aussi d'une préparation opérationnelle à l'emploi collectif, je le dis parce que ça a un nom un peu barbare, un POEC. On permet là aussi de former des demandeurs d'emploi sur des métiers sur lesquels les entreprises ont des difficultés à recruter. On est dans la même idée, la même idéologie que ce que fait Simplon. Là, on est plutôt sur des diplômés et des gens plutôt qui ont des diplômes de type master et master 2. Alors parfois dans des métiers éloignés de la banque, mais du coup nous on les reprend en alternance sur des métiers là plus de banquiers que d'informatique et des métiers en tension de manière numérique ou digitale. Donc on a lancé 2 ou 3 promotions depuis 2018 là aussi. C'est plus difficile, on a moins de monde, on arrive à aller un peu moins loin que ce qu'on aimerait et comme on le fait avec Simplon. Mais voilà, on est un groupe de banques, pour les citer parce qu'il faut être fair, HSBC, LCL et Banque Palatine sont à nos côtés sur ce sujet avec Wiro. Là aussi, évidemment, ces programmes sont financés par les OPCA, etc. Et ce sont des programmes dont on est satisfait également. Et puis enfin, pour terminer, on a un troisième petit programme, mais qui est un peu particulier, mais là où également on prend des jeunes réfugiés en alternance. L'année dernière, on a, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, on a un programme de parrainage des réfugiés à la cité universitaire de Paris, à la cité internationale universitaire de Paris, et on a du coup recruté deux jeunes réfugiés dans le cadre de notre partenariat en alternance dans une de nos entités de la banque. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, on pourra peut-être revenir un petit peu sur la question des parrainages par la suite. Mais je voulais peut-être vous donner la possibilité, Amélie, également de rebondir sur ce sujet, puisque vous recrutez également des personnes réfugiées au sein du groupe Suez. Alors, il me semble pas sur des contrats d'alternance, mais plutôt sur des contrats dans vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pourquoi le groupe Suez a souhaité se positionner sur ce type de recrutement? Merci Mathilde. Alors on recrute sur 2 types de profils et surtout en termes de contrat, effectivement, ça peut être soit en insertion, soit en CDI, soit en CDD, soit en alternance. Donc on fait aussi de l'alternance. Suez aujourd'hui sur les réfugiés, c'est environ une 30-35 postes par an à peu près. Donc effectivement qui sont soit dans notre entreprise d'insertion, donc EI et ETTI, qui s'appelle Rebond Insertion, qui est basée dans le 19e et qui est aussi partout en France. Donc on intègre un certain nombre de personnes réfugiées dans ce cadre-là, puisque derrière ils sont accompagnés socialement et sociétalement, voilà, au niveau du sociétal, donc hébergement, etc. Et problématiques qu'ils pourraient avoir personnelles. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on en parlera aussi effectivement après sur les bonnes pratiques, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, on a mené un projet qui s'appelle le projet HOP en fin d'année dernière. On vient de le terminer là. On a mis en place une formation de 12 mois, du coup en alternance, en contrat pro, pour 12 réfugiés, des réfugiés qui étaient politiques, qui ont été sourcés par l'Office de l'immigration. Et c'est un partenariat qu'on a mené avec le Pôle emploi, avec AFPA, l'État évidemment, et puis notre OPCO. Je pense que effectivement, Isabelle l'a bien dit, c'est important d'avoir des partenariats dans ce type de projet. C'est des projets qui sont chronophages, qui peuvent être effectivement assez lourds pour l'entreprise, financièrement parlant. Et c'est vraiment important effectivement que tout le monde puisse se réunir sur ces projets-là. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé dans le cadre du projet HOP. Et c'est vrai qu'on a formé donc à des métiers qui sont pénuriques aussi pour nous, de conducteurs poids lourds. C'est pas des métiers forcément évidents parce qu'il faut avoir le permis B, il faut avoir le permis C. Et effectivement, il y a beaucoup d'équivalences dans les profils de réfugiés. Et on ne peut pas, aujourd'hui, ça serait une bonne pratique aussi qu'on pourra évoquer après, on ne peut pas se servir de ces équivalences aujourd'hui parce que c'est trop compliqué à avoir au niveau des préfectures, au niveau des pays d'origine. Donc, on est vraiment obligé de tout recommencer à zéro. Donc, voilà, donc l'objet, effectivement, de prendre des réfugiés, et pour répondre à ta question, Mathilde, c'est faire
faire notre part en fait, Suez d'un enjeu de société qui nous semble être majeur. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est évidemment recruter parce que on reste une entreprise. Donc, oui, on a des engagements et on fait notre part et on essaye de le faire au mieux. Mais l'objectif derrière, c'est effectivement qu'ils soient intégrés et du coup qu'ils soient recrutés de façon pérenne dans l'entreprise. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on intègre aussi ces personnes-là dans des postes pénuriques, puisque ça nous permet du coup, nous, derrière, d'avoir des CDI, des CDD et autres à proposer à ces personnes-là pour pas qu'on en reste simplement qu'à l'alternance ou à l'insertion. D'accord. Du coup, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur justement les retours de ces expériences en matière de recrutement, puis après on évoquera d'autres types de projets, notamment liés au parrainage, etc. Mais qu'on puisse revenir un petit peu sur les retours d'expérience que vous avez eus dans vos 2 entreprises, comment ces recrutements se sont passés, est-ce que vous avez pu garder ces personnes au sein de l'entreprise, et puis peut-être aller un petit peu plus loin sur les difficultés que vous avez rencontrées et les bonnes pratiques que vous avez mis en place. Voilà, on avait évoqué un certain nombre de freins et de problématiques qui avaient été rencontrées par vos équipes dans le cadre de ces recrutements, notamment le français langue étrangère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est moi qui vais, Mathilde. Comme vous voulez. Alors nous concrètement, si je fais un petit bilan en gros de ce que sont devenus nos 14 alternants à ce stade, qui sont passés chez nous en 2018 et en 2019 avec le programme Simplon, parce qu'on est sur des chiffres bien trop à ce stade trop minimes pour le programme Wiro. Globalement, en fait, on s'en était parlé à la fin de l'alternance, ils n'avaient pas le niveau technique requis pour être embauchés, malheureusement, et d'une part, et en fait leur niveau de français aussi était trop juste. Donc très rapidement, on s'est mis autour de la table avec Simplon et on a demandé à Simplon d'une part de nous aider sur ces sujets-là, mais également nous on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut poursuivre et pas les renvoyer dans la nature, parce qu'effectivement c'est particulièrement périlleux pour tout le monde à tous les niveaux de stopper un contrat d'alternance et de se dire voilà, on transforme pas, on propose rien derrière. Moi je trouve que ça serait complètement contre-productif à tous les niveaux. Donc du coup, la plupart, en fait, on leur a proposé de poursuivre en fait sur un bac+4, puisque la formation qu'ils ont fait avec Simplon et avec nous, ça les amène sur un bac+2 de développeurs Java, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et donc on est vraiment sur des métiers du numérique et du digital, de développement, de codage. Donc on leur a proposé à certains, la plupart, de poursuivre sur un bac+4 en fait en alternance avec différentes écoles. Et toujours avec l'accompagnement Simplon. Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, nous, on est assez satisfaits de cette poursuite. D'autres ont souhaité aller directement sur le marché du travail. Ça, effectivement, on ne peut pas aller contre. Mais bon, on peut espérer que ces 2 années passées à nos côtés, aux côtés de Simplon, les avaient dotés d'un bagage plus intéressant, et notamment sur des métiers qui sont en tension partout aujourd'hui sur le marché du travail français notamment. Et alors, du coup, on a travaillé également pour cette prochaine session pour lever ces freins. Donc, on a mis en place avec Simplon une certification en français supplémentaire dans le parcours, parce que ça reste un frein important malheureusement, parce qu'en fait quand on est en alternance comme ça avec ce bac+2 sur du développement du codage, on a des présentations à faire, on a des équipes enfin voilà, et ça restait un vrai frein. Et puis voilà, on a accéléré aussi régulièrement, on fait des rex tout le temps avec Simplon pour effectivement adapter chaque session et lever les freins possibles. Donc voilà, on a recadré un peu aussi les langages utilisés, etc., parce que c'était pas toujours ce dont on avait besoin chez BNP Paribas. Voilà ce que je peux dire sur la manière dont on a travaillé. D'accord, oui, un des enseignements très importants qui ressort de votre témoignage, c'est notamment l'importance de travailler main dans la main avec des partenaires. Vous en avez parlé toutes les deux à l'instant, mais voilà, de manière assez rapprochée, et de pouvoir vraiment s'adapter l'un à l'autre et d'adapter au fil de l'eau en fonction des difficultés et des retours
les projets qui sont mis en place en fonction des besoins que vous identifiez et des difficultés que vous expérimentez. Peut-être à ce sujet-là, Amélie, vous aviez également des choses à partager. Je voudrais bien que vous reveniez aussi sur un projet qui me semblait intéressant à partager avec nos participants, qui était relatif aux métiers en tension. Vous mettez en place des formations ou des informations, je ne sais pas comment vous les appelez, dans des CADA et des hébergeurs au métier de Suez, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, un certain nombre de vos partenaires connaissaient peu ces métiers et donc avaient aussi des difficultés à vous orienter des personnes sur des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Donc, je vous propose de rebondir sur l'intervention d'Isabelle et puis de nous partager un petit peu ce petit projet aussi. Je rejoins les bonnes pratiques d'Isabelle. En majorité, on n'a effectivement pas le même secteur, le même domaine d'activité, mais pour autant, je crois que les difficultés sont les mêmes. Nous, effectivement, sur les profils et les postes pénuriques, on est plutôt sur d'industriels, donc on est plutôt sur des postes très opérationnels qui nécessitent pas forcément, effectivement, des formations très poussées, en tout cas pas au-delà du bac plus 2. Mais par contre, ce que nous, on voulait effectivement par rapport à ce sujet, c'est que les postes pénuriques, ils nécessitent de toute façon des compétences et des talents. Et que on s'est rendu compte que en fait nos métiers étaient pas suffisamment valorisés, que peu de gens les connaissaient en fait. Les métiers de l'eau et du déchet chez Suez sont pas forcément toujours évidents à concrétiser dans l'esprit des gens, et encore plus pour les réfugiés en fait qui découvrent souvent effectivement des entreprises très structurées sur ces sujets, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays d'où ils viennent. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a eu l'idée d'ouvrir nos métiers et nos sites de façon plus large. Et on a effectivement mis en place un projet avec l'Office de l'immigration, donc l'Office français de l'immigration. Là, actuellement, on est en train de mettre en place un projet sur Strasbourg, Dijon, et on va essayer effectivement de continuer sur la région PACA, où en fait, on ouvre nos métiers au CADA, donc aux hébergeurs, sous la forme aujourd'hui de webinaires, puisque évidemment il y a des choses qu'on n'a pas pu faire en présentiel avec le Covid, mais l'idée c'est qu'effectivement ils connaissent nos métiers, ils comprennent ce qu'on fait au niveau de Suez de façon très très concrète. Donc c'est quoi un métier de canalisateur, c'est quoi la formation pour être canalisateur, c'est où à côté de chez vous, de votre CADA, ça se concrétise comment, ça forme à quel niveau, qu'est-ce qu'on attend comme niveau de langue pour le réfugié qui va être intéressé, et puis qu'est-ce qu'on attend en termes de savoir-être aussi, potentiellement en entretien, en tout cas quand il y a une première relation entre le manager ou le recruteur et le réfugié. Voilà, donc ça on leur explique tout ça effectivement aux hébergeurs et au CADA. Ça nous semblait hyper important de les sensibiliser eux, parce que finalement c'est eux qui vont sourcer derrière. Souvent ils nous envoyaient des candidatures mais qui étaient complètement déconnectées de ce qu'on attendait. Et finalement, on perdait du temps et les managers, du coup, n'étaient pas forcément hyper optimistes sur l'embauche derrière. Donc, voilà, on a changé un peu de stratégie. On s'est dit, on va commencer par la base. Et donc, la base, c'est effectivement ceux qui vont sourcer pour nous. Et c'est comme ça qu'on a créé ça. Et puis, voilà, l'objectif derrière aussi, c'est comme on l'a fait sur le projet HOP et comme on le fait sur l'insertion chez nous, c'est que derrière, effectivement, il y a des rencontres qui sont faites, des rencontres d'information collective, plus ou moins, où on va présenter une activité, un métier, par un manager ou par un RH, de façon à ce qu'ils essaient de se projeter, et surtout qu'on les fasse aller sur un de nos sites. Ça, c'est important aussi parce que souvent, en fait, ils ont une idée de ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne voient pas la réalité terrain. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a eu pas mal de défections en mode, ils sont arrivés le premier jour, ils étaient sûrs que ça allait leur plaire, et puis en fait, quand ils sont arrivés sur le site, ils se sont rendus compte que non, c'était pas fait pour eux. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on met en place vraiment en amont du recrutement, de façon à ce qu'on en perde le moins possible derrière. Ça, c'est ce qui nous a semblé être important en termes de bonnes pratiques, en tout cas. Et après, il y aura d'autres freins, peut-être qu'on va en parler après, mais en toute cause, en amont, c'est une solution qu'on a trouvée pour que ce soit le plus pertinent et le plus efficace possible. D'accord. Justement, sur la partie immersion sur… ça ne marche pas. Bon, voilà. Vous avez eu la gentillesse de nous envoyer un certain nombre de photos, donc voilà, on a souhaité aussi les partager parce qu'elles
elles sont sympas à voir et on voit bien effectivement le côté immersion sur le site. Je ne sais pas si vous voulez en dire un petit mot. On repasse la parole à Isabelle, du coup. Ouais, alors ce qui est sympa sur ces photos, c'est qu'on voit que tout le monde est heureux. et que c'est pas que de la façade, c'est vraiment vrai. Là, en l'occurrence, effectivement, c'était des photos avec le groupe Hop. Donc des métiers qui sont pas forcément évidents à concevoir et avec du coup on voit des responsables de centres de service, donc des managers, on voit du coup le groupe effectivement dans sa globalité. Faut savoir qu'un groupe de réfugiés, là on en avait 12, ils viennent d'horizons complètement différents, ils parlent pas la même langue et pourtant ils sont intégrés dans le même projet. Et nous, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de les intégrer avec nous dans ce projet-là d'entreprise. Parce que c'est à la fois effectivement un projet d'entreprise et à la fois effectivement, nous, on souhaite avancer sur ce sujet avec les réfugiés, on trouve ça génial. Et c'est vrai que là, par exemple, on voit Nour qui est en photo du coup avec les EPI, les équipements de première de secours et de première intervention et les gilets orange pour être bien vus, bien visibles et sécurité sur le site. Et Nour, par exemple, il a été embauché en CDI en octobre chez nous et il est super intégré dans l'agence et ça se passe super bien. Et c'est quelqu'un qui a appris le français en 1 an, qui parlait déjà 6 langues. Et qui a appris le français en 1 an pour être avec nous et qui est hébergé et voilà. Et c'est vrai que tout se passe pour le mieux, donc on est content de voir ces photos parce que même moi quand je les redécouvre, je me dis bah ouais c'est vraiment un projet super et pas que pour les réfugiés, c'est aussi un projet aussi pour faire grandir l'entreprise. Je pense que c'est ça qui est important aussi peut-être comme bonne pratique, c'est que l'intégration de la diversité, hein, enfin l'inclusion en tout cas pour les réfugiés et pour l'entreprise, c'est vraiment primordial et ça fait avancer aussi. Donc voilà, c'est ça que je voulais préciser avec ces photos, c'est qu'on a vraiment avancé et puis nos dirigeants aussi, ils prennent conscience du sujet. Parce que là, on voit effectivement avec notre directrice générale en bas, on le voit aussi avec notre DRH France au milieu. C'est que nos dirigeants aussi, nos top managers, ils évoluent aussi dans leur façon de penser sur ces sujets. Donc, ça, c'est chouette. Super, merci. Isabelle, je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur ce côté de ce que ce projet a apporté à l'entreprise et notamment peut-être évoquer un peu plus en détail ce programme de mentorat que vous aviez. Puisqu'il vise aussi à mobiliser vos collaborateurs et j'imagine que vous devez avoir aussi un certain nombre de retours à partager avec les participants. Oui, absolument. J'ai pas d'aussi jolies photos, mais pour la prochaine fois. Absolument. Mais j'aurais pu en fait. C'est idiot. On les suit aussi. On essaye effectivement de garder des souvenirs et c'est important. Oui, on a également dans nos actions, parce que ça fait vraiment maintenant depuis 2015 qu'on est très très engagé chez BNP Paribas sur ces sujets des réfugiés à travers notamment pas mal d'actions de notre fondation. Mais nous, au niveau de la banque de détail, on a également fait le choix de travailler en mentorat, donc avec d'autres partenaires. Donc là, pour le coup, on travaille depuis 2 ans, maintenant 3 ans, avec TechFugees, qui est en fait un programme de mentorat pour les femmes réfugiées. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Mathilde, et c'est particulièrement compliqué pour elles, effectivement encore plus que pour les hommes, pour accompagner en fait 14 femmes réfugiées vers l'emploi, de manière là aussi à les insérer évidemment et à les inclure dans la société française. Donc là, nous, on participe à ce programme qui est donc mis en place par TechFugees. Par contre, au-delà du financement, on a souhaité effectivement donc proposer à nos collaborateurs de devenir mentors. Et donc, on a régulièrement des tuteurs, des mentors qui s'inscrivent. On sollicite tous les ans tout notre périmètre et on a toujours effectivement plusieurs personnes qui se proposent. Il faut savoir là aussi, Amélie l'évoquait, que ces femmes viennent beaucoup de Syrie, du Rwanda, d'Éthiopie, enfin voilà, évidemment les pays les plus en difficulté actuellement. Pour la plupart, ce sont des femmes qui parlent effectivement plusieurs langues, enfin
enfin, on a des profils absolument incroyables qui avaient fait des études en général dans leur pays, qui ont des niveaux scolaires particulièrement importants et qui pour X raisons, ne trouvent pas forcément ni d'équivalence en France, ni parce que du coup, on met l'accent sur leur mari si elles sont arrivées avec eux. Voilà, elles ont vraiment des difficultés. C'est encore plus compliqué pour elles pour entrer sur le marché du travail. Et du coup, cet accompagnement par quelqu'un de la banque qui peut lui ouvrir son réseau, tout simplement comment ça se passe sur tel ou tel secteur en France, comment je peux accompagner, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement riche dans les deux sens. Les gens en sortent absolument enthousiastes chaque année. Et c'est une manière pour nous, effectivement, aussi d'accompagner différemment cette population qui est définitivement encore plus touchée que les hommes. Donc, par exemple, pour vous donner une illustration, sur la dernière promotion, en fait, il y a 6 femmes sur les 14 qui ont retrouvé un emploi à l'issue de ce programme, alors que 5 en fait poursuivent leurs études supérieures dans des formations qualifiantes. Donc voilà, il y a des réussites et il y a des choses qui fonctionnent, mais toujours comme on se le disait, sur des petits groupes et avec un accompagnement très 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 rapproché. Oui, c'est vrai que la question des femmes, on n'a pas eu le temps de l'évoquer puisque on est sur un format d'1 heure, c'est un petit peu contraint, mais la question des femmes, elle est absolument cruciale. Quand on parle aussi de l'intégration professionnelle des personnes réfugiées, nous, au sein du projet Levier, on a par exemple décidé de consacrer, de réserver à peu près 30% des places pour les femmes qui... en fait, on a quand même évoqué un petit peu les chiffres, font face quand même à des difficultés particulièrement importantes dans leur accès à l'emploi. Ce qui me permet aussi de, du coup, rebondir sur la première question de nos participants qui est une question de Claire qui demandait si vous aviez justement un petit peu une vision du nombre de femmes, de la part des femmes dans les programmes que vous menez respectivement. Justement, combien de femmes sont intégrées au sein du groupe Suez et du groupe BNP dans les programmes d'accompagnement, mais aussi en recrutement. Alors malheureusement, moi je peux en parler très facilement, à part le programme de mentorat que je viens d'évoquer, dans lequel effectivement ce ne sont que des femmes parce que c'est l'objectif. Malheureusement, sur les maintenant presque 25 jeunes après cette année qu'on aura accompagné depuis 4 ans à l'IT, sur du numérique, du digital, on n'a que des garçons. Non, c'est un énorme sujet, on est d'accord. Mais ce sont des métiers, c'est vrai que peut-être vous voulez aussi en parler plus généralement. Absolument. Sur lesquels les femmes ne vont pas. Mais le programme TechFugis que je viens d'évoquer, lui, justement, emmène ces femmes vers les métiers du numérique et du digital. Donc, c'est double objectif. Même sujet pour moi. Même sujet pour moi, essentiellement des hommes, et effectivement, Isabelle elle a raison, c'est un sujet. La problématique des réfugiés, effectivement, et que nous avons essentiellement des hommes seuls, plutôt jeunes, qui intègrent nos programmes. C'est à la fois en insertion, en alternance. Moi, je n'ai pas eu de femmes du tout. Sur les 40 profils que j'ai reçus dans le cadre du projet HOP, 0 femme. Mais par contre, ils se donnent le mot. Donc je devais en recevoir 15 le jour J et j'en ai reçu 35. Donc voilà, ça par contre, il faut le savoir, c'est que quand effectivement on fait des programmes avec des réfugiés, ils se donnent le mot dans les CADA et dans les hébergements et ils échangent entre eux. Et effectivement, quand on pense en avoir 15, ils arrivent à 35. Donc, ça, c'est important, c'est qu'il faut bien avoir, du coup, les personnes pour recruter. Et nous, on a dû s'adapter ce jour-là pour aller chercher dans tous les bureaux les patrons qui devaient faire des entretiens un peu sur le tard, en anglais, avec des photos. Enfin bon, ça a été un peu épique, mais voilà, effectivement, pas de femmes, mais beaucoup de personnes qui sont intéressées, par contre, pour intégrer l'entreprise de façon durable. Parce que, et ça, je veux juste le préciser, c'est que la problématique aussi du réfugié, c'est qu'il y a beaucoup tu le disais tout à l'heure, sur les 19%, je crois, c'était ton chiffre, on a beaucoup de personnes, effectivement, qui ne vont pas refaire les métiers qu'ils faisaient avant. Et ça, c'est important, c'est qu'il faut aussi passer cette frustration-là
des réfugiés. Voilà, c'est pour ça que moi je dis c'est important de les faire venir sur site, leur montrer la réalité du métier, parce que des personnes qui auraient été, alors je prends l'exemple le plus gros, hein, qui auraient été médecins en Syrie et qui se retrouvent à être canalisateurs chez Suez, attention, c'est-à-dire qu'il y a un vrai changement de vie, de salaire, mais aussi de relations, de richesse humaine aussi. Donc il faut faire attention à tout ça. Et nous, on est très attentif à ça chez Suez, parce que on préfère effectivement essayer de prendre des personnes très motivées, mais qui auraient peut-être pas eu autant de qualifications, pour que justement les faire plus monter en compétences, et ne pas justement qu'au bout de 2 ans, ils se disent bon bah voilà, c'est bon, moi je me suis réintégré à la société, je quitte l'entreprise et je vais refaire ce que je sais faire, à savoir du dessin, de la photo, du médical, etc. Donc ça, il faut être assez vigilant là-dessus. Et il y a le travail qui est fait avec l'Office de l'immigration là-dessus. Je pense qu'ils y font aussi attention de plus en plus, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être un peu contraignant de dire bah non, mais vous étiez médecin en Syrie et puis demain vous passez. Non, je pense qu'il y a un décalage, il y a un fossé qui est important. Et c'est aussi tout le rôle des associations, des EI, des ETTI qui les accompagnent, de faire ce travail-là, d'avoir quitté quelque chose, hein. Ils ont tout quitté, hein. Je vous rappelle quand même qu'ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur langue, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs amis, ils ont quitté tout leur écosystème pour se retrouver dans un endroit où ils doivent tout recommencer. Donc ils sont capables de le faire, mais il faut que ce soit accompagné. Et ça, c'est pas toujours l'entreprise qui peut le faire. Nous, c'est vrai qu'on a été accompagnés par notre entreprise d'insertion, hein. On a de la chance d'avoir une entreprise effectivement qui est intégrée, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Parce que sinon, effectivement, le manager ou la filière RH se retrouve avec des sujets qu'elle ne sait pas gérer, qu'elle ne peut pas gérer en direct. Donc ça, c'est dans les bonnes pratiques, je pense il y a la langue, il y a le sourcing, il y a l'intégration, hein, comment du coup aussi on forme nos managers et les collaborateurs qui vont travailler avec ces réfugiés là-dessus. Et puis, il y a l'accompagnement social pour qu'ils se sentent bien en entreprise, se sentent intégrés, et puis que tout leur écosystème, parce que finalement, tous les freins qu'ils vont avoir dans le cas du logement, la restauration, tout ce qui est périphérique, mais tout ce qu'on connaît, le transport, etc., la mobilité, si déjà ils sont freinés par ça, ça va avoir une incidence dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment que tous les freins soient levés, une partie des freins en tout cas, soient levés en amont, pour que quand ils arrivent dans l'entreprise, ils puissent se consacrer et se concentrer sur leur métier et leur relation finalement avec leurs collègues. Ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive quasiment à la fin du temps qui nous était imparti. Je ne sais pas, Isabelle, si vous voulez ajouter un mot. Je voulais dire justement, et ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Amélie. Nous, on travaille aussi, et là, on n'est pas forcément dans le recrutement et l'emploi, mais on travaille beaucoup aussi chez BNP Paribas sur l'ouverture des comptes, tout bêtement. Vous voyez, tout ce qui va faire que c'est compliqué pour eux d'arriver en France voilà, on est un pays sur le plan administratif, vous le savez tous, c'est particulièrement complexe, et donc on a fait un gros travail pour faciliter l'accès au compte bancaire, à l'ouverture, à l'accès au crédit étudiant, beaucoup, dans le cadre de notre parrainage avec la Cité internationale universitaire. On a travaillé beaucoup sur ces aspects-là pour pouvoir octroyer facilement des crédits étudiants à ces réfugiés qui vont forcément faire des études, etc. Donc voilà, ça c'est un aspect de notre travail qu'on connaît un peu moins, mais qui me paraît absolument fondamental dans justement cet accompagnement dont parlait Amélie, parce que c'est un chemin, c'est un parcours semé d'embûches, hein. C'est vraiment complexe de ce point de vue. Et puis on travaille aussi sur un aspect qui commence à voir le jour, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des réfugiés. On a ouvert un incubateur à Montreuil, à côté de Saint-Plon, dédié à des porteurs de projets en fait réfugiés, alors on travaille avec une autre fondation, avec Generali et la mairie de Montreuil sur le sujet, pour là aussi leur permettre à eux, parce que c'est quand même dans l'air du temps et
tout le monde n'a pas forcément vocation et envie de devenir un salarié ou une profession libérale. Et sur le coup, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et là aussi, on s'est investi dans ce sujet-là parce que c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Nous, on accompagne énormément l'entrepreneuriat social chez BNP Paribas. On a une grosse activité sur le sujet et ça participe vraiment de cette envie voilà, d'accompagner les réfugiés et de s'ouvrir à toute cette diversité. Hein. Je rejoins Amélie sur ce qu'elle disait. Hein. C'est une force c'est une force incroyable hein, d'accueillir toutes ces personnes dans notre microcosme et clairement l'ouverture de cet incubateur et cette participation à cet incubateur voilà, promet de belles choses. Voilà ce que je peux dire sur les choses qu'on fait en plus des recrutements en alternance. Merci beaucoup. Amélie, peut-être vous voulez dire aussi quelques mots. On dépassera un tout petit peu, désolée pour les participants, mais peut-être que vous voulez dire aussi quelques mots de ce que vous faites. Je sais que le groupe Suez a aussi des actions en dehors du recrutement. On avait notamment parlé de votre projet que vous menez avec TENT sur l'internationalisation et le plaidoyer. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses sur lesquelles vous souhaitez rebondir. Non, je rebondis juste sur ce qu'a dit Isabelle et c'est primordial l'accès au compte. C'est des choses toutes bêtes. Hein. L'accès à la sécurité sociale, l'accès au compte, mais des choses qui nous semblent être complètement standards, basiques, etc. le sont absolument pas pour des réfugiés. Donc le fait effectivement que les banques se rendent compte de ces sujets et puissent effectivement travailler sur une simplification, c'est juste top parce que ça fera effectivement avancer grandement les réfugiés sur ces sujets et les accompagnants aussi, les accompagnateurs, parce que c'est eux aussi qui gèrent tout ça derrière et qui se retrouvent avec des tonnes de mots de passe et des tonnes de sujets administratifs à gérer pour chacun. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, Suez, effectivement, on travaille effectivement beaucoup en opérationnel sur l'emploi, mais on est en train effectivement de travailler sur une relation un peu plus large et plus internationale avec TENT. Et puis on a signé aussi avec 5 autres entreprises un partenariat avec l'Office de l'immigration, donc la direction générale de l'Office de l'immigration française, pour justement essayer de continuer de pérenniser ces actions-là et de s'engager beaucoup plus encore sur les sujets d'emploi. Donc voilà, donc j'espère que ça va avancer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on a aussi un vrai soutien de l'État sur ce sujet. Et effectivement, c'est vous le disiez tout à l'heure, vous êtes lauréat du sujet LEPC et c'est important parce que dans le cadre du pacte de la France Une Chance, il y a pas mal de choses qui bougent. Et c'est vrai que l'État nous accompagne les entreprises sur ces sujets. Je trouve que c'est vraiment bien parce que laisser l'entreprise toute seule sur un sujet comme celui-ci, ça serait vraiment trop complexe. Et ce serait vraiment trop lourd à porter. Il n'y a encore pas beaucoup d'entreprises qui s'impliquent, mais c'est normal parce que effectivement, c'est des sujets, des projets qui sont chronophages. Et voilà, il faut du temps à la fois dans l'entreprise pour bien faire comprendre pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Et puis effectivement, après, une fois qu'on a ces personnes-là, les accompagner vraiment bien et les pérenniser. C'est ça qui est important. C'est vrai que l'objectif du plan d'inclusion par les compétences dont fait partie l'appel à projet que nous avons remporté, mais aussi du Haut Commissariat pour l'intégration et l'inclusion, c'est vraiment de recréer ou de créer parfois du lien là où il n'y en a pas toujours entre les acteurs sociaux, entre les acteurs de l'emploi, entre les acteurs historiques de l'hébergement et de l'accompagnement des réfugiés, mais aussi avec les partenaires privés, dont les entreprises. Donc, on voit une vraie volonté effectivement de recréer du lien sur les territoires et de favoriser justement le travail ensemble de tous ces acteurs. Donc, voilà, ça se met en place petit à petit, notamment dans le cadre des clubs Pacte et la France Une Chance que vous évoquiez, Amélie, mais il y a une vraie dynamique autour de ça et une vraie volonté de l'État, effectivement, d'être en appui des entreprises et des acteurs plus largement de l'emploi et de l'insertion. C'est comme ça que ça, effectivement, on avancera. Je suis d'accord. Ouais, absolument. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou voilà, poser une question à l'oral, n'hésitez pas.
Bon, s'il n'y a pas de questions en particulier, Amélie, Isabelle, si vous souhaitez ajouter un mot, un petit conseil, aux entreprises participantes, on a déjà beaucoup évoqué de sujets, mais Non, mais moi, je veux bien juste rebondir sur ce que vous disiez là. Vraiment, les entreprises qui nous écoutent, il faut y aller par petites touches. Hein. On est vraiment dans la politique des petits pas, mais ça fonctionne. Enfin, voilà, c'est une énorme richesse pour l'entreprise. C'est un grand pas voilà, vers l'inclusion pour ces personnes, mais allons-y par des petits programmes. Prenez des partenariats, mettez-vous voilà, il y a énormément d'innovation sociale sur ce sujet. N'y allez pas tout seul parce que ça, c'est c'est compliqué. Et comme le disait très, très bien Amélie, c'est chronophage, ça peut être cher. Enfin, voilà, il faut absolument pas que ça soit contre-productif de ce point de vue. Mais on peut le faire et ça fonctionne. Et ce sont des futurs collaborateurs qui sont vraiment avec voilà, des qualités, des compétences incroyables et il faut pas avoir peur, mais allons-y par la politique des petits pas. Je pense que c'est le bon moyen. Voilà. Bah, écoutez, ça fait vraiment un très beau mot de la fin. Je vous remercie. Donc, je vous remercie toutes les deux pour vos témoignages, pour la richesse de nos échanges. Ça fait beaucoup de choses à partager. Je vous donne à tous et à toutes rendez-vous sur nos prochaines dates de webinaires liées aux enjeux d'inclusion. Donc, demain, une présentation du hub francilien sur l'inclusion numérique. Le 6 juillet, les stages de 3e en entreprise, une petite perspective au vu de la situation sanitaire et économique, donc un temps d'échange sur ce sujet. Et le 9 juillet, violence conjugale, quel rôle pour l'employeur? Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez les liens d'inscription dans mon support de présentation. Et vous retrouverez également tout notre programme jusqu'à septembre sur des sujets parfois un petit peu plus larges liés à la RSE, au mécénat, enfin à tous les sujets que nous portons au sein du réseau. Alors, j'ai juste quelques petits... Oups. Il y avait des questions? Non. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour plus d'informations, pour poursuivre les échanges et pour participer à notre projet levier si vous êtes intéressés. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'ai un petit problème de...